Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la grande interview. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir dans ce studio Gilles Rémy, entrepreneur français. Gilles Rémy, bonjour. Bonjour. Il y a presque un an, jour pour jour, nous nous sommes rencontrés dans ce studio. Alors, un an de sanctions supplémentaires, un an de conflits, un an de dégradation malheureusement des relations avec la France, mais aussi un an de résistance de l'économie russe, couronnée aussi parfois de quelques succès. Il y a une semaine, nous avions fêté les 79 ans de victoire contre le nazisme. Vous avez assisté à cette cérémonie sur la place Rouge. Alors, quelle est votre vision du futur de ce pays que vous avez choisi pour habiter il y a plus de 30 ans maintenant ? Alors, cette vision du futur, ce que je constate aujourd'hui, ce que tout le monde constate objectivement, c'est que la Russie a plus que mieux résisté à une vague de sanctions qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire économique. Après la première vague de sanctions, il y a 2 ans, on pensait tous, j'en faisais partie, que la Russie subirait un choc violent, et qu'on parlait à l'époque, le FMI parlait d'une baisse de 20% du PIB, etc. Ça a été 2%, et puis une croissance à partir de 2023 qui sera confirmée pour 2024 avec une croissance bien supérieure à celle de la zone euro. Donc ça étonne tout le monde, sauf ceux qui ont complètement sous-estimé, mésestimé les capacités de l'économie russe. Parce qu'en fait, je dis toujours, hein, ça vaut pour le business, ça vaut pour la politique, la diplomatie, mais encore plus pour la chose militaire. Mais il faut pas sous-estimer son adversaire ou son ennemi. Il faut essayer de le connaître. Et je constate que toutes les décisions qui se prennent, je dirais plus en Europe qu'aux États-Unis, sont prises par des gens qui sont complètement aveuglés et qui ne voient pas que effectivement, nous Européens, en subissons les premières conséquences de ces sanctions. Est-ce que le monde des affaires, vous le sentez ? Est-ce qu'il pâtit aujourd'hui de ces sanctions ? Si oui, comment ? Est-ce que c'est l'Europe qui est la grande perdante de ces sanctions aujourd'hui, la Russie, peut-être les États-Unis ? Quelle est votre vision de tout ça ? Je crois que sans aucun doute, c'est l'Europe qui est la première victime. La première victime, et c'est peut-être ce qui était recherché par nos chers alliés américains, et je crois que ça va continuer. L'Europe est la première victime parce qu'on en voit bien les conséquences. C'est que quel est l'avenir d'une zone où l'énergie coûte cher, très cher. Alors ça va être dur pour la France, mais moins que pour l'Allemagne. Parce que, malheureusement, en France, on a eu une désindustrialisation dramatique au cours de ces dernières années. Je crois qu'on est un des pays les moins industrialisés par rapport au PIB de l'Europe. En revanche, l'Allemagne, tout son modèle économique reposait sur du gaz, l'énergie pas chère, et puis l'industrie, les bagnoles et tout le reste. Les machines-outils, etc. Donc l'Allemagne va souffrir. On voit bien une vague de délocalisation qui vont profiter aux États-Unis avec leur grand plan d'investissement. Donc à long terme, ça va poser un problème vraiment structurel. Pour le reste, je pense que ça peut continuer. Vous avez les États-Unis la différence entre l'Europe et les États-Unis, c'est qu'en Europe, vous avez une technostructure qui agit selon des critères qui sont très très idéologiques, avec un projet qui est celui d'effacer les nations, de fusionner tout ça pour créer une supra-entité, etc. Les États-Unis raisonnent selon des schémas classiques comme la Russie et comme l'Inde ou la Chine, c'est la défense de ses intérêts. Alors il y a évidemment des néoconservateurs qui font parfois passer l'idéologie avant la réalité et l'économie, mais c'est ça. Et je prends un seul exemple sur le nucléaire. Vous avez vu la semaine dernière, une loi passe aux États-Unis pour en finir avec l'uranium enrichi qui sert aux centrales nucléaires. C'est 20%. Les centrales nucléaires américaines fonctionnent avec 20% de leur combustible qui a été enrichi en Russie. On se dit, voilà, c'est un exemple que donnent les États-Unis. Vous regardez la loi, en fait, il y a 4 ans de dérogation possible. Le premier importateur d'uranium enrichi américain a déjà dit qu'il pouvait pas faire 100. Donc, en fait, cette loi ne sera pas appliquée. Mais quel est le but ? Le but, c'est de montrer aux Européens que les États-Unis sont fermes sur la question des sanctions. Et ça vaut principalement l'adversaire numéro 1, c'est nous Français. C'est EDF, une filiale d'EDF Framatome qui va construire en Allemagne avec Rosatom actuel une société pour produire du combustible aux normes russes pour les centrales nucléaires russes en Europe, les VER.
Et évidemment, ça, c'est un marché que convoite Westinghouse. Donc, tout est fait, et c'est reconnu d'ailleurs pour ceux qui veulent bien s'informer, y compris en France, que c'est une opération qui va dans le sens des intérêts des États-Unis, mais contre l'intérêt de la France et de l'Europe. On le sait aussi par ailleurs que les États-Unis est l'un des seuls pays à continuer à assurer, par exemple, les bateaux de fret de gaz liquéfié, par exemple, aujourd'hui. Oui. Les sociétés américaines assurent. Donc ce sont plutôt des effets d'annonce, dites-vous. Ce sont beaucoup des effets d'annonce, et puis surtout, c'est que les États-Unis ont un système qui en sanction sur les grands spécialistes, puisque toute l'existence des États-Unis, c'est une conquête économique qui repose sur la menace, la sanction et le droit. Et donc le système est bien rodé. Les entreprises américaines savent à quelle porte frapper pour obtenir les dérogations. Aller à Bruxelles, personne n'est responsable de rien, et les boîtes européennes sont complètement désarmées. Alors, l'une des décisions récentes, des pires décisions récentes, c'est le gel des avoirs des actifs russes en Occident, en Europe, aux États-Unis, mais surtout l'expropriation des revenus de ces actifs. Vous avez dit que cela ouvre une énorme brèche à la corruption. Pourquoi? Expliquez-nous. Alors, c'est un peu un raccourci. Ce que je voudrais dire, c'est d'une part, de jouer avec les réserves de la Banque centrale russe en Europe, puisqu'elles sont là principalement. Les États-Unis peuvent pousser, mais ils ont très peu. Je crois que c'est 5%, enfin, de ces réserves. Là, on parle de quelque chose qui tourne autour de 200 milliards. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent, et l'essentiel est géré par une structure qui s'appelle Euroclear et qui est chargée des compensations entre banques. Le vrai risque, c'est que donc il y a évidemment une poussée de certains politiques en Europe pour tout confisquer. Mais évidemment, le risque, c'est illégal. C'est illégal, c'est un hold-up, etc. Et donc, ça, on voit bien que c'est pas jouable, et que cette société Euroclear qui gère ça, elle veut être rassurée, enfin être assurée que c'est pas elle au final, si les tribunaux pouvaient se prononcer dans l'autre sens, etc. Mais là, on voit bien que alors la deuxième chose, c'est que l'administration de Bruxelles va présenter au Conseil européen, c'est-à-dire aux ministres, d'accord, pour l'instant, on regarde, on touche pas aux réserves, aux actifs, et on va prendre les intérêts, 3 milliards qu'on va verser à l'Ukraine. Okay, sur ces 3 milliards, quand vous regardez les déclarations officielles de Euroclear, Euroclear va se réserver 10%, c'est-à-dire 300 millions pour les frais de justice et autres. Vous imaginez 300 millions dans le système européen bruxellois, c'est-à-dire c'est comme dans le cadre de fusion-acquisition, on a connu ça en France, etc. C'est-à-dire on gave les lobbyistes, on gave les juristes, et donc vous avez une caste qui va en vivre. D'autant que si la Banque centrale de Russie décidait d'aller aussi devant les tribunaux pour faire valoir ses droits, elle devrait aussi dépenser de l'argent. Donc on voit bien que le système est fou. 300 millions pour la corbeille de la mariée, et en fait une décision qui n'est justifié par aucune règle juridique finalement. Oui, alors avec un risque qui est un risque juridique, effectivement, je crois que Christine Lagarde de la Banque centrale européenne l'a dit, attention, parce que ça y a une poussée politique de certains politiques et de la commission de Bruxelles, mais c'est absolument pas gagné. C'est-à-dire on peut pas dire l'Europe a des valeurs, l'Europe c'est l'état de droit, et puis faire n'importe quoi. Donc ça c'est la première chose. Et puis le danger, parce que ça peut prendre des années, à supposer que les fonds ne soient pas débloqués, des années de contentieux. Mais surtout, c'est que immédiatement, quel pays d'Afrique, d'Asie, du Moyen-Orient va maintenant laisser traîner son argent en Europe, au risque d'être confisqué pour des raisons politiques? L'Arabie Saoudite s'est déjà inquiétée, l'Inde s'est déjà inquiétée. Donc il y a un vrai risque qui porte sur la crédibilité de la place financière européenne. La France attendait d'ailleurs la dégradation de sa note par Standard & Poor's, etc., qui pouvait passer à moins. Ça s'est pas produit, mais aux yeux de ces investisseurs, des investisseurs étrangers, cela frappe fort quand même. Oui, alors là, on parlait surtout de des autres pays européens aussi, qui pèse sur la crédibilité de l'euro, de la monnaie, et puis de la place financière. Après, sur sur l'Europe, je crains, et j'espère que ce sont des craintes qui ne se réaliseront pas, mais c'est que on va sortir, quand on sortira de cette guerre aujourd'hui, on verra des États-Unis qui en sortiront renforcés, une Europe qui
qui, dans tous les cas, en paiera les conséquences. Mais c'est pas d'aujourd'hui. On regarde depuis il y a 20 ans, à l'introduction de l'euro, en gros, le PIB par habitant était le même en France ou en Europe, enfin dans l'Europe occidentale qu'aux États-Unis. Aujourd'hui, les États-Unis sont à 80% plus élevés. Donc on voit bien l'appauvrissement relatif de l'Europe et qu'on le veuille ou non, la montée en puissance des États-Unis. Enfin, la montée en puissance, une forme d'efficacité économique et de développement des États-Unis. Aujourd'hui, Emmanuel Macron veut devenir un peu le fer de lance de cette campagne anti-russe en Europe, en proposant notamment l'envoi de quelques troupes sur le théâtre ukrainien. On parle déjà de quelques centaines de soldats de la Légion étrangère présents sur place. Quel est votre sentiment quand on connaît l'histoire commune de ces deux pays, par exemple durant la Seconde Guerre mondiale, dans leur lutte ensemble contre le fascisme? Qu'est-ce que ça vous évoque, cette confrontation sans aucun intérêt finalement aujourd'hui? Moi, je pense que si en France on considère que la menace existentielle qui pèse sur nous, c'est la Russie, je pense qu'on se trompe vraiment de cible, quoi, déjà. En tant que citoyen français, on voit bien l'évolution de la situation en France qui inquiète 80% des gens. Je prendrais que le développement de la violence, une islamisation qui est aujourd'hui reconnue, qui est la France et la Belgique étant les pays les plus touchés parce que étant les maillons faibles. La Russie, je ne pense pas que ça soit une menace existentielle et je ne pense pas que les Français le considèrent non plus. Et puis il y a toute une histoire, il y a toute une culture. Moi, je suis très marqué par. J'ai vu dans le métro il y a quelques semaines concert Casse-Noisette. Tchaïkovski avait été n'apparaissait pas. C'est pour les enfants. C'était un concert pour enfants. Avec qui pourrait-on se permettre ça? C'est un et donc dans le métro parisien. En France, oui. Ouais, c'est-à-dire tout ce qui c'est russe, quoi. C'est-à-dire en fait toutes les grandes valeurs dont on se proclame, de l'inclusion, de la tolérance, etc. Ça vaut pour tout le monde, sauf pour les Russes, sauf pour la Russie. Et ça, je pense que le risque principal, c'est l'ignorance de la jeunesse, l'ignorance des Français, mais il y a pas de sentiment anti-russe en France, réellement. Du fait d'une histoire qui a fait qu'on a quand même été ensemble aux côtés lorsque au moment le plus critique de l'histoire européenne, c'est-à-dire la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez dit que les sanctions ont touché le monde des affaires. Alors, il y a des sanctions financières, on en a parlé. Il y a des sanctions commerciales, des sanctions qui touchent les infrastructures, enfin le transport, etc. Dans quelle mesure, personnellement, vous en avez pâti? Est-ce que vous avez, depuis ces 2 années de sanctions, ressenti un impact sur vos affaires personnelles? Oui, bien sûr, parce qu'il y a vraiment un avant et un après février 2022 et la première vague de sanctions. C'est-à-dire que tout projet, je travaillais sur plusieurs projets qui impliquaient des financements internationaux, concernaient les infrastructures ici en Russie ou l'industrie, tout ça s'arrête. La seule chose qui n'est pas été vraiment touchée, c'est l'agroalimentaire, enfin en tout cas les entreprises qui sont présentes en Russie, qui sont françaises, et puis le nucléaire justement, puisqu'il n'est pas sous sanction, parce qu'on a besoin de cette coopération des deux côtés. Mais aujourd'hui, on est dans un monde économique, un modèle économique qui est complètement différent. Donc, mes activités en Russie ont été déjà filialisées. Elles sont entre les mains d'une structure qui est russe et qui ne sont pratiquement plus liées à la France, d'une manière résiduelle seulement. On dit actuellement que les banques chinoises sont réticentes pour faire des affaires, pour faire les transactions avec les sociétés de finances russes. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? C'est une réalité, comme d'ailleurs les Émirats, comme Dubaï, il y a effectivement. Mais pourquoi? Parce que les banques importantes ont peur des rétorsions américaines. Vous êtes coupé du système financier américain, international, et votre banque, elle perd toute sa valeur pratiquement. Donc c'est ça le principal. Et je dirais que plus que les sanctions, c'est aujourd'hui le risque numéro 1 pour les échanges économiques de la Russie. Les sanctions, on a vu une vitalité qu'on a mésestimée de l'économie russe, des entreprises de toute taille.
pour la mise en place de nouveaux partenariats, de nouveaux sourcing, enfin d'approvisionnement, d'exportation, déplacement vers l'Asie, l'Amérique du Sud, plus modestement sur l'Afrique, sur le Moyen-Orient, etc. Mais en revanche, la question des flux financiers, des paiements, etc. est un vrai sujet. Donc la sortie de tout ça, ça risque de poser des problèmes pendant encore quelques mois, mais là, il y a une responsabilité des États. Je crois que Poutine est actuellement en Chine. Je suis sûr que cette question va être évoquée, parce que ce qui va se mettre en place, ça va être des échanges qui ne seront plus des échanges interbancaires classiques, mais des échanges selon le système des crypto-monnaies, sous couvert de banques centrales, etc. C'est pas simple à monter, mais c'est ça qui va se mettre en place, je pense. Donc aujourd'hui, on surpasse cette pression des sanctions, par exemple, qui ont été introduites contre l'Iran à l'époque. On n'est plus du tout dans le même jeu. Les sanctions contre l'Iran n'ont presque rien donné. Ça n'a pas du tout abouti à une pression politique qui a changé quoi que ce soit à l'intérieur de ce pays. Et même les sanctions contre le pétrole iranien n'ont pas donné grand-chose. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec la Russie ? Alors déjà sur les sanctions, moi j'ai dit depuis le début, hein, on ne change pas un régime, on ne pèse pas sur un pays avec les sanctions. On le voit bien, Cuba qui résiste depuis 60 ans, l'Iran, ça n'a strictement rien changé au pouvoir des mollahs. Et en ce qui concerne la Russie, c'est une autre taille. La Russie est beaucoup plus intégrée dans le commerce international, mais le système de finance internationale. Cette particularité, c'est que la Russie est une vraie nation souveraine. Elle a déjà une richesse. Produit tout, enfin pratiquement tout. Elle est intégrée dans le commerce international, particulièrement sur les hydrocarbures, mais la Russie c'est encore autre chose. Donc a fortiori, si ça n'a pas marché avec les autres, il y a peu de raisons que ça marche avec la Russie. Comment ne pas le voir depuis 2 ans? Alors justement, l'erreur aussi qui a été faite, c'est d'avoir oublié déjà que la Russie, elle a commencé à comprendre quel pouvait être l'effet des sanctions en 2014 après la Crimée. Donc on a bien vu tout ce qui s'est passé en 10 ans, c'est notamment une forme de souveraineté dans le domaine agricole. C'est extraordinaire ce qui s'est passé dans le secteur agricole. Moi qui suis un consommateur de vin assez régulier, aujourd'hui je ramène plus mon vin de France puisque pour ma consommation, je goûte à chaque fois des vins nouveaux et des vins de Russie. C'était pas vrai il y a 10 ou 15 ans. Donc souveraineté dans le secteur agroalimentaire, sans parler des capacités d'exportation. Et puis surtout ce qu'on a complètement sous-estimé, c'est que le monde, c'est pas le monde d'il y a 20 ou 30 ans. Il y a déjà, il s'aligne plus sur les États-Unis, sur l'Europe occidentale, mais en plus, ce sont des puissances économiques. Aujourd'hui, l'Inde, la Chine n'appliquent pas les sanctions, comme le Brésil d'ailleurs, comme le Mexique. Et donc, effectivement, ça peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Quand peut-être le futur candidat à l'élection présidentielle, Donald Trump, envoie ce message envers l'Europe en disant que s'il est réélu, sa vision des relations avec l'OTAN changera. Est-ce que c'est un message aussi qu'on doit interpréter comme une perte d'influence américaine, comme une perte d'hégémonie américaine quelque part, et d'une future dégradation de ses relations avec ses anciens partenaires européens? Oui, alors Trump, il parle déjà à son peuple. Il y a un peuple, la classe ouvrière, qui a été complètement oublié comme en Europe d'ailleurs, par les élites et par l'ancienne gauche. Et donc c'est ça qu'il a en tête. Je disais que les États-Unis effectivement ont une croissance économique, mais ça vaut pas pour tout le monde. Et puis la réalité des États-Unis, enfin, c'est quand on voit l'état de leurs infrastructures, on se dit que c'est pas le monde nouveau. Le monde nouveau, il est en Chine et en Asie, mais ça fait pitié, l'état de leurs routes, de leurs aéroports, de grosse partie de leur système de santé. Donc la particularité de Trump, c'est ça, c'est qu'il vise. Et en plus, c'est un pragmatique. Donc c'est peut-être plus simple de traiter avec quelqu'un qui regarde ses intérêts nationaux et qui va pas rajouter derrière une vision messianique comme les néocons américains ont pu le faire par le passé. Les pays d'Afrique sont en train de revoir leurs anciens partenariats avec les États-Unis, également avec la France. C'était des partenariats historiques qui ont apporté à l'époque des choses, bien sûr, à ce continent. Mais dans ce contexte, aujourd'hui, la Russie se présente comme un nouveau partenaire stratégique, comme une certaine relève peut-être. Quelles sont les perspectives de ce rapprochement selon vous ? Je pense qu'il y a quand même un décalage entre la qualité de la relation diplomatique et politique avec l'Afrique
on avait vu lors du premier sommet de Sochi en 2019, je crois. Et je rappelle toujours qu'à l'époque soviétique, il y avait des relations importantes avec l'Afrique, mais avec une partie de l'Afrique. L'Afrique était divisée entre pro-occidentaux, et ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Je crois qu'il n'y a pas d'exception. La Russie parle à tout le monde, etc. Alors la Russie a perdu énormément de terrain à la chute de l'Union soviétique. Beaucoup d'ambassades ont fermé dans ces pays. Je parle même pas des représentations économiques. Une expertise qui a été perdue, mais là, elle s'appuie intelligemment sur l'héritage positif de la présence soviétique en Afrique. Beaucoup de formation d'ingénieurs, etc. Et puis des gens qui sont au pouvoir, que ce soit des militaires ou des hauts cadres qui ont été formés en Russie. Je vois quand même un décalage entre ça et puis la capacité ou la volonté des entreprises russes d'aller vraiment travailler en Afrique. Parce que d'une part, le cadre n'est pas encore en place, c'est-à-dire, comme partout d'ailleurs, mais particulièrement en Afrique, il n'y a pas de financement, pas de projet. Les Chinois, eux, ont très très largement financé avec des crédits. Je pense pas que ça sera le cas de la Russie. Donc, si il peut y avoir dans quelques années une forme de déception, c'est-à-dire il y a tellement d'espoir en Afrique envers la Russie. Une déception de qui? Des Africains. Parce qu'ils attendent je pense qu'ils attendent beaucoup. Mais la Russie, je le dis franchement, a effectivement des atouts, mais pour l'instant, les conditions sont pas réunies encore pour qu'il y ait des courants économiques suffisants. La Russie, je pense que les chiffres n'ont pas beaucoup augmenté. C'est 20 milliards avec l'Afrique, la France c'est 40, la Turquie c'est 40, la Chine c'est 200. Donc il y a donc pour les intérêts, c'est pas les intérêts russes qui menacent les intérêts français en Afrique, parce que nous aussi on perd l'Afrique serait un terrain de compétition entre les nations maintenant pour au niveau des technologies, des ressources, etc. avec la Chine par exemple. Est-ce que ça serait une compétition? Est-ce que c'est une compétition en Afrique ou c'est un rapport donnant-donnant plutôt? Moi je pense que l'Afrique, surtout dans le monde multipolaire dans lequel on va s'inscrire, qu'on le veuille ou non, va jouer effectivement un rôle politique, diplomatique, démographique important. Et donc effectivement, elle a des atouts à faire valoir. Ensuite, il y a la question du développement, les besoins en termes d'infrastructures, en termes d'énergie, etc. Je pense qu'il y aurait de la place pour tout le monde. Moi, il y a quelques années, j'avais créé une structure qui s'appelait Russe Africa, et mon idée, c'était justement de favoriser des partenariats entre entreprises françaises et entreprises russes pour aller ensemble en Afrique, en s'appuyant sur les atouts respectifs de chacun. Bon, ça, c'est pas fait compte tenu de l'évolution de la situation. Mais je pense que l'intérêt de tout le monde, l'intérêt commun, c'est que le développement de l'Afrique se fasse avec des coopérations, et pas seulement les Chinois leurs propres projets, les Russes leurs propres projets, ou les Occidentaux. Il y a des choses à faire, les besoins sont considérables, les moyens à mobiliser aussi. Est-ce que aujourd'hui, du haut de votre expérience dans les affaires, vous avez ce sentiment d'une mission diplomatique quelque part entre ces trois continents, l'Europe, l'Afrique et la Russie dans le monde des affaires? Est-ce que cette communication peut encore porter ses fruits? Alors, aujourd'hui, les conditions sont pas réunies, puisqu'on est peut-être au paroxysme de la tension. J'espère en tout cas, et que les choses dans les mois qui viennent, effectivement, parce que tout étant lié au conflit russo-ukrainien, mais aujourd'hui, aucune des conditions n'est réunie pour se parler raisonnablement autour d'une table. Il faut déjà régler le problème en Europe. Donc c'est ça la priorité. Ensuite, je pense qu'il y a à la sortie de ce conflit, je pense qu'il y aura une prise de conscience en Europe, qu'on ne peut plus fonctionner de cette manière, autant par rapport à l'Afrique, par rapport à la Russie, il faut pas qu'on ne peut plus avoir à la fois une forme d'arrogance, mais surtout des doubles standards. Parce que le problème de l'Europe, c'est la question des doubles standards qui s'appliquent, et cette volonté d'incarner une morale qui est souvent mise à mal par ces doubles standards. Je pense que tout ça, ça peut objectivement être remis en cause, et d'une approche où le fait que chacun défende ses intérêts, c'est pas une menace. C'est le fait de savoir que en face de soi, on a quelqu'un qui cherche il s'agit de les prendre en compte, de les intégrer et de trouver une solution qui soit convenable à tous. C'est basique, mais c'est ce qui manque aujourd'hui. Quand vous dites prise de conscience, imaginons que ce conflit se termine rapidement. La prise de conscience, est-ce qu'il débouchera sur un remodelage des relations internationales, du système de sécurité globale,
Si oui, comment vous le voyez? Il faudra, parce que déjà la prise de conscience, ça va être déjà quand les négociations, j'espère le plus vite possible, interviendront, c'est de se dire mais qu'est-ce qu'on a raconté comme bêtise pendant 2 ans? Il y aura quand même, face à l'opinion publique, il y aura un droit d'inventaire. Je fais confiance à un certain nombre de catégories sociales et politiques pour essayer d'étouffer tout ça, mais quand même, aujourd'hui on vit avec des images, on les conserve, hein, et donc quand on voit un certain nombre de commentaires qui ont été faits par des experts, les gens peuvent s'inquiéter de ce qu'on leur raconte. Donc déjà, je pense qu'il y aura une remise en cause. Ensuite, on va tourner autour de cette question. Cette guerre, je suis pas le seul à l'avoir dit, elle reposait sur le fait que la Russie ne pouvait pas accepter que l'Ukraine soit dans l'OTAN. On le voit aujourd'hui avec les documents qui ont été publiés, qu'on a été prêts, on aurait évité des centaines de milliers de morts, si effectivement l'Ukraine avait accepté un statut de neutralité. Après tout, la Finlande, elle a vécu avec un statut de neutralité, elle s'en est pas mal portée pendant des décennies. À l'époque soviétique, où le soviétique était aussi vu comme une menace. Donc la question, elle tourne autour de ça. C'est quelle sécurité? Et donc à partir du moment où l'Ukraine ne peut être que neutre, ne pas rentrer dans l'OTAN, il faut aussi qu'elle puisse avoir elle-même des garanties de sécurité. Et c'est pour ça qu'il faut que tout le monde se mette autour d'une table. Donc on aura forcément un nouveau système de sécurité construit en Europe, par nécessité. Et je l'espère, chacun y trouvera sa place, la place qu'il mérite. Dans oui, ce on y nouveau a tous système de sécurité. Merci beaucoup, Gilles Rémy, pour vos réponses. Merci d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci à vous. Merci.